Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va continuer avec le troisième chapitre du grand cours Études du réseau informatique. Ce chapitre s'appelle le protocole TCP/IP. Alors, en réalité, TCP/IP, c'est pas un seul protocole, mais c'est un ensemble de protocoles. On trouve le TCP, déjà c'est un protocole, et le IP, c'est un autre protocole. Ces deux protocoles sont tellement utilisés ensemble que de nos jours, on parle du protocole TCP/IP. On sait tous que l'Internet, par exemple, utilise ce protocole. C'est pourquoi ce protocole est fameux. Alors, comme j'ai bien dit, TCP/IP, c'est un ensemble de protocoles qui va nous permettre de définir une forme d'adressage, c'est-à-dire attribuer ce qu'on va appeler une adresse IP à n'importe quelle machine qui utilise ce protocole. Et on va voir comment écrire cette adresse IP. TCP/IP aussi nous permet de définir une théorie de routage. Alors c'est quoi le routage? Le routage, c'est comment acheminer un paquet de la source à la destination. Donc il y a tout un ensemble de règles à suivre, ce qu'on va appeler le routage, pour qu'un paquet arrive à la destination. Et aussi des méthodes du contrôle et du bon transport, c'est-à-dire pour assurer que les données sont arrivées à la destination sans erreur, par exemple, sans duplication et sans perte. Donc TCP/IP, c'est tout un ensemble de protocoles. On trouve le TCP, le IP, le UDP, le ICMP et d'autres protocoles comme le RIP, comme le SPF. Donc il y a beaucoup de protocoles qui fonctionnent ensemble. On va voir comment ces protocoles fonctionnent ensemble en étudiant l'architecture du TCP/IP. Le modèle TCP/IP est basé sur 4 couches. Une couche application, là où on trouve l'application elle-même, par exemple un serveur web, d'accord? Donc n'importe quelle application qui utilise le TCP/IP, elle doit être n'importe quelle application qui utilise le TCP/IP, elle doit être fidèle à ce modèle. C'est-à-dire, il y aura une couche, ce qu'on va appeler une couche application, qui s'intéresse seulement aux données applicatives. D'accord? Alors, cette couche application, une fois qu'elle a traité et formé le message, elle va envoyer ce message à une autre couche qu'on va appeler la couche transport. Et cette couche va assurer le bon passage du message d'une façon fiable, sans perte d'erreur, d'accord, sans duplication. Une fois la couche transport a fait son travail, elle va envoyer le paquet à la couche internet. Alors quand j'ai dit couche, c'est une couche software, c'est du logiciel, d'accord? C'est comme si on parle de fonction dans le langage logarithmique. Donc chaque couche, c'est une fonction qui va faire un traitement sur le message, et puis elle va envoyer le message à la couche au-dessous si le message va partir sur le réseau, ou bien sûr au-dessus si on vient de recevoir le message. La couche internet, elle va faire essentiellement deux fonctions, la fonction de routage et la fonction d'adressage. Donc c'est là où on va trouver l'adresse IP, d'accord, et on va décider comment acheminer le paquet IP. Une fois les décisions ont été faites, on va envoyer les données vers la couche accès réseau qui va envoyer le message sur par exemple un réseau Ethernet, sur un réseau Wi-Fi,
sur un réseau de votre ISP ADSL par exemple. D'accord? Donc voilà, dans la couche application, on trouve les applications comme le HTTP, c'est-à-dire les serveurs web, les serveurs de données FTP, les serveurs de résolution des noms DNS, alors que dans la couche transport, on trouve essentiellement deux fonctions. La fonction TCP et la fonction UDP. On va voir dans la suite la fonction, des détails de chacune de ces deux fonctions. Et dans la couche internet, on va trouver le IP. D'accord? Donc déjà, vous voyez bien que le TCP est dans une couche et le IP est dans une autre couche. Donc déjà, nous ne sommes pas dans la même couche. Mais on parle du TCP/IP parce que la majorité des fonctions utilisent le TCP avec le IP. Et dans la couche accès réseau, on trouve par exemple, comme j'ai dit, le Ethernet, le Wi-Fi par exemple, la DSL. Alors maintenant, si j'ai deux PC qui vont communiquer en TCP/IP, donc par exemple là, j'ai un PC qui va se connecter sur un serveur web. On parle de l'architecture client-serveur. Donc il y a toujours quelqu'un qui va initier la communication. On va l'appeler client. Et il y a un autre PC qui va recevoir la demande de connexion qu'on va appeler serveur et qui va fournir les données. D'accord? Donc le message, il va partir de la couche application, arriver à la couche accès réseau, et puis il va partir sur le média pour arriver à la couche réseau du serveur et monter jusqu'à la couche application. Alors voyons maintenant, on est là dans la couche application. Par exemple, je vais demander une connexion au site qui s'appelle monsiteweb.com. Donc là je suis au niveau de la couche application. Donc la couche application va écrire la demande avec les en-têtes que l'autre couche application est capable de comprendre. Ensuite elle va faire passer ce message à la couche transport. Donc là c'est le message qui vient de la couche application, ce qu'on appelle les données. Ok, et la couche transport va insérer ce qu'on appelle une en-tête, mais là c'est une en-tête de la couche transport parce qu'il faut faire attention, chaque couche à sa propre en-tête. Dans la couche transport, on trouve essentiellement ce qu'on appelle le port source et le port destination. Alors c'est quoi l'histoire de ce port? Le port, c'est quoi? C'est un numéro, d'accord? Par exemple le port 80, le port 25, qui identifie l'application sur le PC. Par exemple, s'il s'agit d'une demande de connexion à un site web, on sait bien que le serveur web qui se trouve sur la machine distante, il y a ce serveur web, il est à l'écoute sur un port qui s'appelle le port 80. D'accord? Donc tout ce qui est HTTP fonctionne sur le port 80. Donc là, on va trouver dans le port destination 80. C'est pour identifier l'application sur la machine. Parce que sur ce serveur web, il se peut qu'il y a beaucoup d'applications, beaucoup de services. Le serveur web, un serveur d'email par exemple. Donc il faut imaginer à la réception. Comment le PC qui va recevoir le message va savoir si ce message concerne le serveur web ou bien le serveur mail? Il doit y avoir quelque chose dans l'en-tête qui identifie l'application. Donc à la destination, le port destination, ça c'est qui identifie l'application, le service qu'on va demander. Le port source identifie lui aussi le process qui tourne sur la machine cliente. D'accord? Par exemple, si vous avez sur votre machine plusieurs pages web
ouverte. D'accord? Donc chaque page web va correspondre à un port source. Ce port source est très important parce qu'à la réception des données, la machine doit savoir si ces données sont pour la page de Yahoo ou bien pour la page de Google ou bien pour d'autres pages. D'accord? Donc chaque page web ouverte sur la machine cliente doit avoir un identifiant, ce qu'on va appeler le port source, d'accord, qui identifie le processus qui tourne sur la machine cliente. Et ça, c'est l'application qui tourne sur la machine serveur. Donc maintenant, on va prendre tout ça et on va lui ajouter une en-tête pour la couche internet. Et là, on va trouver essentiellement deux champs, le champ adresse IP source et le champ adresse IP destination. D'accord? Donc, le champ adresse IP source, c'est l'adresse IP de la machine cliente. Et l'adresse IP destination, bien sûr, c'est l'adresse IP du serveur vers lequel on va se connecter. Alors, ça c'est trop simplifié, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres champs, bien sûr, dans l'entête IP et dans l'entête TCP, mais là, c'est juste pour simplifier les choses. Et maintenant, on va prendre toutes ces données et on va les envoyer à la couche accès réseau. Et on va supposer, par exemple, que dans la couche accès réseau, il s'agit de l'Ethernet. Et donc, on va ajouter une en-tête Ethernet. Et comme on a bien vu dans le premier cours, les réseaux locaux, on a vu que la trame, ce qu'on va appeler ici une trame Ethernet, il y a dans l'entête essentiellement l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination qui identifient l'adresse physique de la machine source et l'adresse physique du nœud suivant. D'accord? Alors ce processus, on appelle ça encapsulation. Encapsulation des données. C'est comme si on a mis une lettre dans une lettre, dans une autre lettre, dans une autre lettre. D'accord? Donc il faut imaginer qu'à la réception, on va avoir l'inverse. C'est-à-dire à la réception, on va recevoir cette trame, on va étudier l'entête, donc la couche accès réseau va faire son traitement sur l'entête MAC adresse MAC source et l'adresse MAC destination, puis il va faire passer les données à la couche internet. La couche internet va lire l'entête IP et elle va faire son traitement, le routage, l'adressage, d'accord. Et puis elle va faire passer le message à la couche au-dessus, la couche transport. La couche transport va lire le port destination, le port source, d'accord. Et en fonction des données qui sont dans l'entête TCP ou bien UDP, elle va envoyer les données à la couche application. Et la couche application, bien sûr, elle va faire son travail en lisant ce qu'il y a de données dans le message. Donc là, on parle d'encapsulation et dans l'autre sens, on parle de désencapsulation. Désencapsulation. Pour revenir un peu sur la notion de port, on a dit donc que le port, c'est un numéro entre 0 et 65 535. La fonction du port, c'est pour identifier une application sur une machine. D'accord? Donc, pourquoi on a besoin du port? Parce que, comme on a dit, sur une machine, il y a beaucoup d'applications. Donc, la machine, quand elle reçoit le message, elle doit savoir ce message est destiné à quelle application. Est-ce qu'elle est destinée à l'application web? Est-ce qu'elle est destinée à l'application email? D'accord? Donc, ce qui identifie ça, c'est le port qui se trouve dans la couche transport. Donc, c'est la couche transport qui va identifier le port, c'est-à-dire l'application. Alors, il y a ce qu'on appelle les applications standards, comme le HTTP, qui est le web,
le SMTP, comme l'email, qui est l'email, d'accord. Ces applications sont bien connues et on a réservé de 0 jusqu'à 1023 pour les applications standards, d'accord, comme on a dit, le web 80, le SMTP 25, le FTP qui est un protocole pour transfert de fichiers, le port 21, d'accord. Et on a bien parlé qu'il y a deux fonctions dans la couche transport, la fonction TCP et la fonction UDP. Deux fonctions voisines, mais il faut savoir qu'une application fonctionne soit avec le TCP, soit avec l'UDP. On ne peut pas imaginer que certains nombres de paquets du HTTP, qui est le web, utilisent le TCP et certains autres nombres de données utilisent le UDP. Donc chaque application, soit elle utilise le TCP, soit elle utilise le UDP. Et c'est bien défini d'avance. Donc on sait que le HTTP, par exemple, utilise le TCP. Mais la fonction DNS, qui est la résolution des noms, utilise le UDP. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi on choisit le TCP ou bien le UDP? Le TCP, en fait, est plus fiable. C'est-à-dire, c'est quand on va envoyer une lettre, d'accord, on peut demander ce qu'on appelle un accusé de réception pour être sûr que la lettre a été bien livrée à la destination, d'accord. Et donc, quand la lettre arrive à la destination, le monsieur qui va recevoir la lettre va signer un papier et on va appeler ça un accusé de réception, et ce accusé de réception va par la suite revenir à la source pour lui informer que votre lettre a été bien délivrée dans une telle date. C'est la même idée avec la fonction TCP. TCP permet de recevoir des accusés de réception sur les données qu'on a envoyées. Par contre, UDP, avec la fonction UDP, si on va envoyer des données avec la fonction UDP, on va juste envoyer les données, d'accord, et on s'en fout pas mal si les données sont arrivées ou bien non à la destination. Donc TCP, il est caractérisé par le fait qu'il fait un transport fiable, c'est-à-dire un transport des données sûres. Les données vont sûrement arriver à la destination, sinon on va être informé qu'il y a quelque chose, et si jamais il y a des pertes de données pendant la communication, TCP assure la retransmission des données, d'accord. Donc on utilise TCP avec les fonctions, avec plutôt les applications. C'est généralement quand le serveur est assez loin de la source. Par exemple, maintenant, si on va naviguer sur Internet, on va se connecter à un serveur web qui se trouve aux États-Unis, par exemple. Et par exemple, moi, ici, je suis à Qatar. Donc, vous imaginez le nombre de routeurs que je vais passer pour arriver au serveur. Alors, puisque je vais parcourir une longue distance, donc la probabilité que ma demande soit erronée dans la route, la probabilité pour que des paquets soient perdus, elle n'est pas faible, elle n'est pas zéro. Pour cela, il faut utiliser la fonction TCP qui permet de corriger ce genre de problème. Par contre, si je vais faire une résolution DNS, le serveur DNS se trouve généralement soit dans mon réseau local, soit dans le réseau de mon fournisseur de services qui est à un pas de mon PC, à un routeur près. D'accord? Donc là, la fonction DNS peut utiliser le UDP parce que la probabilité de perte des données est quasiment nulle.
d'accord. Donc le UDP, c'est un transport non fiable, mais il est utilisé avec les applications légères, là où la destination est assez proche de moi. Et il est aussi avec certains nombres d'applications, par exemple les applications de transport du voie, maintenant sur Internet, utilisent le UDP. Pourquoi? Parce que l'entête du UDP est assez courte par opposition à l'entête du TCP. D'accord? Donc si on va utiliser le TCP, il va ajouter beaucoup de données à la voie, ce qui va introduire une lenteur, d'accord. Et la voie est une application sensible, donc c'est pourquoi on utilise le UDP. Autre caractéristique du TCP, c'est qu'il fait de la gestion des connexions, c'est-à-dire que la fonction TCP, avant d'envoyer les données, elle doit s'assurer que le serveur il est à l'écoute et qu'il est prêt à recevoir des données. Donc TCP, elle ouvre une session avec le serveur, elle fait une demande de connexion sur le serveur. Une fois le serveur a accusé et il a dit qu'il est prêt à recevoir les données, donc là elle va envoyer les données et elle va recevoir les accusés de réception. TCP aussi peut faire le contrôle de flux. Donc si le réseau, si la bande passante la bande passante permet d'envoyer un grand nombre de données, donc la fonction TCP va envoyer beaucoup de données. Et si jamais il y a un problème de congestion, donc TCP il réduit le nombre de données envoyées, d'accord, ce qu'on appelle le contrôle de flux. Alors voyons on a dit ici que TCP permet la gestion des connexions. Et là c'est une notion très importante. C'est pourquoi on va voir comment TCP ouvre une session et ferme une session. Donc supposons qu'on a un client et un serveur qui vont utiliser TCP, par exemple une connexion web. Donc le client, il va envoyer une demande de connexion, ce qu'on appelle le message 5 comme synchronisation. Il demande une synchronisation avec le serveur, d'accord, et il va envoyer un numéro, d'accord. Avec ce numéro, ils vont contrôler les données échangées pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Comment ça? Alors, le client va envoyer une demande de synchronisation. Donc ça, on voit ça dans l'entête du TCP. Donc c'est un bit qui est positionné à 1 dans l'entête du TCP pour dire que je demande une synchronisation avec la valeur 10. Le serveur, il va accuser cette demande en lui envoyant 11. C'est-à-dire, d'accord, j'ai reçu le numéro 10, envoyez-moi maintenant le numéro 11. Et il va aussi demander une synchronisation avec le client en lui envoyant le numéro 100. C'est-à-dire que à partir maintenant les données que je vais envoyer vers le client vont être numérotées à partir du 100. Le client, il va acquitter avec le numéro 101, c'est-à-dire j'ai bien reçu le numéro 100, maintenant j'attends de toi le numéro 101. Une fois ces trois messages ont été échangés entre le client et le serveur, on va dire que la connexion a été établie et c'est maintenant qu'on peut échanger des données. Donc là, ce sont des messages de contrôle, ce ne sont pas des messages de données, il n'y a pas de data ici. Une fois la connexion a été ouverte ou bien établie, donc le serveur va transférer des données, d'accord, et bien sûr le client va acquitter. Alors là, pourquoi 102? Pour dire d'accord, j'ai reçu
101, envoyez-moi maintenant 102. D'accord? Transfert des données, acquittement du 103. C'est-à-dire, envoyez-moi maintenant les données numéro 103. Ainsi de suite. Et à la fin, le client va demander une fermeture de la session. Le serveur va acquitter et il va demander lui aussi une fermeture de la connexion. Et le client acquitte. D'accord? Et maintenant, on va dire que la connexion est fermée. Donc, vous voyez bien que la connexion TCP est bien contrôlée par ces numéros et par ces signaux de connexion. Alors, si jamais le client n'a pas reçu, par exemple, les données 102, il va toujours demander au serveur de lui envoyer la 102. Il ne va pas acquitter 103, mais il va acquitter toujours 102 jusqu'à recevoir la DRAM, les données relatives au numéro 102. Par contre, le UDP, donc le UDP c'est juste un client qui va envoyer comme ça des données vers le serveur. D'accord, ça peut être une requête DNS par exemple, et le serveur peut répondre. D'accord, mais le serveur s'en fout pas mal si les données sont arrivées ou bien non au client. On trouve aussi le UDP utilisé par exemple dans le cas d'une ce qu'on va appeler les trappes ou bien les alarmes. Si jamais il y a par exemple ici un serveur qui a la mémoire saturée par exemple, donc il va envoyer ce qu'on va appeler une trappe qui est utilisée dans le protocole SNMP par exemple. Le protocole SNMP utilise le UDP pour envoyer des trappes, d'accord? C'est juste des informations, des alarmes vers un serveur qui va collecter ces informations, d'accord? Donc généralement le client et les serveurs ne sont pas éloignés par plusieurs routeurs, d'accord? Ne sont pas séparés par plusieurs routeurs. Donc généralement c'est un seul réseau local. Donc on peut utiliser le UDP dans ce genre de trafic. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre TCP et UDP. TCP est plus sûr, il utilise un mécanisme d'ouverture de connexion, de fermeture de connexion et d'acquittement. Alors que UDP, c'est juste il envoie des données comme ça. Et tous les deux utilisent des ports qui sont des numéros, d'accord, pour identifier l'application. Maintenant, on va descendre à la couche Internet, là où on trouve le IP, la fonction IP. Et on a dit que la fonction IP a essentiellement deux fonctions, l'adressage et le routage. Dans cette vidéo, on va parler de l'adressage. Et dans la prochaine vidéo, on va parler du routage. Alors, l'adressage, c'est-à-dire, on a dit, le IP permet d'attribuer ce qu'on va appeler une adresse IP à la machine. Dans le premier chapitre, on a parlé de l'adresse MAC. Le premier chapitre, études des réseaux locaux, on a parlé de l'adresse MAC. Et on a vu que l'adresse MAC s'écrit de cette forme avec des hexas. Est-ce que l'adresse IP va s'écrire de la même façon ou bien non? Alors pour cela, on va étudier comment écrire l'adresse IP et quelle est la signification d'une adresse IP. Alors l'adresse IP, elle se compose de 4 octets. C'est quoi l'octet? L'octet, c'est 8 bits. D'accord? Donc on a 8 bits, point, 8 bits, point, 8 bits, point. Donc 4 octets séparés par 3 points. Le bit, bien sûr, vous connaissez tous le bit, c'est soit 0, soit 1. La représentation binaire des nombres. D'accord? Alors, la valeur minimale d'une adresse IP, c'est bien sûr quand tous les bits sont à 0. La conversion en décimale va donner 000, 4 fois 0. Et la valeur max d'une adresse IP, c'est quand tous les bits sont à 1. La conversion du binaire au décimal va donner 255, 255, 255, 255.
Donc déjà, une adresse IP ne peut pas être par exemple 726 parce que la valeur max c'est 255. D'accord, attention à cette faute classique. La conversion du binaire au décimal, vous savez tous qu'on peut la faire avec la calculatrice de Windows. D'accord, donc il suffit d'avoir la calculatrice de Windows avec l'affichage scientifique. D'accord, alors on va écrire par exemple un octet là où les 8 bits sont à 1 et la conversion, non, là j'écris en décimal, il faut se mettre en binaire, pardon. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la conversion en décimale va donner 255, quand vous voyez bien ça. D'accord, ça c'est un exemple d'une adresse IP. Donc là c'est juste des bits, soit des 0 soit 1, 4 bits séparés par tour à point. La conversion en décimale, il suffit d'utiliser la calculatrice scientifique de Windows et elle va vous donner cette adresse IP 172.16.50.10. Ça c'est un exemple d'une adresse IP. Donc ça ne s'écrit pas de la même façon qu'une adresse MAC. L'adresse MAC, je vous rappelle, se compose de deux parties. La première partie, à gauche, elle identifie le constructeur, par exemple 3COM, Cisco, et l'autre partie, c'est comme un numéro de série. Et on a bien dit que l'adresse MAC, elle est universelle. On ne peut pas trouver deux machines dans le monde qui ont la même adresse MAC. D'accord? Alors, continuons avec le IP. Alors, cette adresse IP, en fait, elle a un format hiérarchique. C'est-à-dire, par exemple, si je vais prendre cette adresse d'une maison, 15 rue de la Liberté, Paris-France. D'accord? Donc, on peut identifier ça, France, Paris, rue de la Liberté. On peut désigner ça comme un identificateur de la rue. Alors que le numéro 15, c'est l'identificateur de la maison. D'accord? Cette maison, 27 rue de la Liberté, Paris, France. On a le même identificateur de la rue, mais l'identificateur de la maison est différent. D'accord? Vous voyez bien donc le format hiérarchique d'une adresse IP. D'accord? On trouve toujours une partie qui identifie ici la rue, dans notre cas le réseau, et puis une autre partie qui identifie la maison, dans notre cas le PC du réseau. Donc là on a le même identificateur de la rue, mais différents identificateurs de la maison. Par contre, dans cette adresse, 27 rue de la République, Paris-France, l'identificateur de la rue, c'est différent. On n'a pas là, c'est rue de la République, et ici on a rue de la Liberté. Donc différents identificateurs de la rue, et bien sûr, c'est pas la même maison. Il ne s'agit pas de la même maison. C'est le même cas avec une adresse IP. Donc on a dit qu'on trouve un identificateur du réseau et un identificateur de la machine. Comme dans une rue, on peut trouver plusieurs maisons, dans un réseau, on peut trouver plusieurs machines. Alors maintenant, supposons qu'on a une entreprise avec ici le site central et ici deux sites distants. Donc bien sûr, on va choisir différents identificateurs du réseau, puisque c'est pas le même réseau, c'est pas la même rue, d'accord? Là c'est le réseau 172.16.50, là c'est le réseau 192.168.1, et là c'est le réseau 13.1.1. Donc c'est normal de ne pas avoir le même identificateur du réseau, puisque c'est pas le même réseau. Ça c'est le réseau du site central, et ça c'est le réseau de ce site distant. Et dans chaque réseau, on va trouver plusieurs machines. D'accord? Donc la machine numéro 1, la machine numéro 2, la machine numéro 3, jusqu'à la valeur max de ce octet
je vous rappelle que la valeur max de l'octet, c'est 255. D'accord? Donc là, a priori, on va trouver 200 de 0 jusqu'à 256, c'est-à-dire 256. Mais en fait, il y a quelques cas particuliers. C'est que la valeur 0, on ne peut pas l'attribuer à une machine particulière de réseau. Cette adresse .réseau, elle est réservée parce que elle est réservée pour identifier le réseau. Comme si on va dire pour identifier la rue. Donc quand je dis l'adresse .0, c'est-à-dire le réseau 172.16.50. D'accord? Pour ne pas écrire ici X. Pour ne pas écrire ici X, donc je vais réserver 0 pour parler du réseau. C'est comme ici, on parle de la rue de la Liberté. L'autre cas particulier, c'est que quand l'octet à droite, il est à la valeur max 255. Donc ici, c'est pour dire que ce message, par exemple, supposons que cette adresse IP se trouve dans le champ adresse destination. Donc l'adresse destination, c'est 172.16.50.255. C'est-à-dire que ce message est envoyé à toutes les machines. Il n'est pas envoyé à une machine particulière, mais il est envoyé à toute machine qui se trouve dans cette rue, dans ce réseau. D'accord? Donc toutes les machines de ce réseau. C'est pas n'importe quelle machine. C'est toutes les machines de ce réseau, du 172.16.50. C'est-à-dire la machine .1, .2, .3 jusqu'à 254. D'accord? Donc, a priori, maintenant, les adresses IP des machines dans ce réseau varient de 1 jusqu'à 254. D'accord? Le troisième cas particulier, c'est que quand tous les bits sont à 0, donc ça va donner l'adresse IP 0000, 4 fois 0, c'est pour dire n'importe quelle machine. C'est juste une représentation pour dire n'importe quelle machine. On va utiliser ça dans le cours routage. Maintenant, on va parler de la notion de masque. Alors, comme on a bien dit, il y a une partie qui identifie le réseau et une partie qui identifie la machine. D'accord? Et là, on a décidé que la partie identifie le réseau se trouve sur 3 octets. Mais rien n'empêche pour avoir l'identificateur de réseau sur deux octets. Et l'identificateur de la machine sur 2 autres octets. Parce qu'ici, dans ce cas, on est limité à 254 machines. Et supposons qu'on a dans un réseau plus que 254 machines, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'identificateur du réseau et on va décider que l'identificateur du réseau soit sur 2 octets et pas sur 3 octets. On peut aussi choisir l'identificateur du réseau sur un seul octet et l'identificateur de la machine sur 3 octets. Donc on aura un très grand nombre de machines. D'où la notion de masque. Alors c'est quoi le masque? Le masque, c'est une autre adresse IP dont le bit vaut 1 s'il s'agit d'un identificateur du réseau et 0 s'il s'agit d'un identificateur de machine. C'est-à-dire, on va prendre cette adresse IP, on va décider que l'identificateur du réseau s'étale sur 3 octets. Donc, puisque là, c'est un identificateur du réseau, on va positionner le bit à 1. Donc là, on a tous les bits à 1. Et si c'est un identificateur de machine, on va mettre le bit à 0. La conversion en décimale va donner 3 fois 255 et puis 0. Donc, quand on va associer cette adresse IP à cette adresse IP qui s'appelle le masque, on va appeler ça masque, d'accord? Donc ça, en voyant cette adresse IP avec son masque, on va comprendre que cette partie correspond à l'identificateur du réseau et cette partie correspond à l'identificateur de la machine. Il y a une autre représentation, c'est le fait d'écrire /24. C'est quoi 24? C'est le nombre de bits à 1. 8 fois 3, 24. D'accord? Donc le masque ici, c'est 3 fois 255, 0 ou bien /24. Donc le masque du réseau, c'est quoi? C'est une autre adresse IP, mais qui n'a pas de sens
tout seul, et elle a un sens quand elle est associée à une vraie adresse IP pour limiter la partie réseau et pour identifier la partie machine. Par exemple, on a ici dans 192.168.1.12 avec ce masque, donc on voit bien qu'on a 3 octets qui correspondent à l'identificateur du réseau, et le quatrième octet c'est l'identificateur de la machine, donc c'est la machine numéro 12 du réseau. Ici on a 2 fois 255 et 2 fois 0, donc l'identificateur du réseau c'est 192.168 et l'identificateur de la machine c'est 1.12, ce n'est pas 12. Et ici bien sûr l'identificateur du réseau c'est 192.0.0.0 et l'identificateur de la machine c'est 168.1.12. Donc vous voyez bien ici qu'au lieu d'écrire X on a écrit 0 parce qu'on a bien dit que là, quand on veut parler d'un réseau on va mettre la partie machine à 0. C'est une représentation, d'accord, c'est un cas particulier de l'adresse IP. Donc ça c'est pas une adresse IP, c'est pour parler du réseau. Ça c'est le réseau 192.168.1.0, d'accord. Et là bien sûr la partie machine s'étale sur 2 octets, donc on va mettre 2 0. Et ici l'identificateur de la machine il est sur 3 octets, donc on va mettre les 3 octets à 0, comme on a bien parlé de ça ici, d'accord. On a parlé ici que l'identificateur de la machine il est à 0 pour parler de l'adresse du réseau. Alors, définition et convention. Donc, pour un peu classer les adresses IP et les arranger, il y a une convention qui dit que les adresses IP de 1.0.0.0 jusqu'à 126, 255, 255, 255, on va appeler ça la classe A. La caractéristique de la classe A, c'est que le masque il est à 255 3 fois 0. Donc là, la partie identificateur du réseau varie de 1 jusqu'à 126. D'accord. Donc, et la partie machine, il est ces 3 octets. Donc on comprend bien que ce genre de classe est réservé pour les grands, très grands réseaux. D'accord. La classe B, c'est une classe moyenne là où le masque 50-50 là. Donc on a l'identificateur réseau sur 2 octets, l'identificateur machine sur 2 octets. D'accord. Donc ça varie de 128 3 fois 0 jusqu'à 191 3 fois 255. Ce sont les adresses de la classe B. Et la classe C du 192 3 fois 0 jusqu'à 223 3 fois 255. Et là le masque c'est sur 3 octets. Bien sûr la classe C est réservée pour les petits réseaux. Pourquoi? Parce que l'identificateur de la machine est sur 1 octet, donc n'importe quel réseau de la classe C ne peut pas avoir plus que 254 machines, comme on a bien vu. D'accord. Si on a besoin de plus que ça, on va vers un adressage de la classe B. Si vraiment il s'agit d'un réseau gigantesque, donc là on va utiliser un adressage de la classe A. Vous pouvez remarquer qu'on a sauté l'adresse 127 ici, on a passé vers la 128, et que ici on n'a pas terminé avec le 224 jusqu'à 255. En fait, ce sont des cas particuliers qu'on ne va pas étudier ici, mais qui sont réservés pour d'autres applications. Alors là, vous pouvez aussi utiliser sur Internet, ou bien il y a beaucoup de sites web qui vont vous permettre de savoir ce genre de détails. Donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur. Il y a des sites web, vous tapez l'adresse IP et le site web vous dit cette adresse IP elle appartient à quelle classe, et la partie réseau s'arrête où, la partie machine commence où, d'accord, le masque de l'adresse. Donc vous pouvez voir ça à tête reposée.
Maintenant, on a une définition. On va dire que deux machines appartiennent au même réseau si elles ont le même identificateur de réseau, ce qui est logique. Donc, deux maisons de la même rue, si elles ont le même identificateur de la rue. Par exemple, ici, j'ai 192.168.1.12 avec ce masque, et là 2.12 avec le même masque. Donc, l'identificateur du réseau sur 3 octets. Identificateur du réseau sur 3 octets. Donc, ici, l'adresse du réseau, c'est 192.168.1, et là, l'adresse du réseau, 192.168.2. Est-ce que c'est le même réseau? Non. Donc, ces deux machines n'appartiennent pas au même réseau. Deuxième exemple. 1.12 et 1.15 avec le même masque. Alors, a priori, ça c'est la partie identificateur réseau. Là, c'est l'identificateur du réseau. Ils ont le même identificateur du réseau. Et l'identificateur de la machine est différent. C'est normal. Donc, ces deux machines appartiennent au même réseau IP. Les mêmes valeurs, mais là, le masque est différent. Donc, ici, l'identificateur réseau s'arrête à 1. Et là, l'identificateur du réseau s'arrête à 168. Donc, on n'a pas le même identificateur réseau. Ces deux machines n'appartiennent pas au même réseau IP. Là, j'ai 192.168.1.12 et 191.168 avec le même masque. L'identificateur réseau est différent, puisque si j'ai 192 et là j'ai 191. Donc ces deux machines n'appartiennent pas au même réseau IP. Comment configurer cette adresse IP au niveau de la machine? Donc, je vous rappelle que l'adresse MAC est définie par le constructeur de la carte, mais l'adresse IP peut être configurée manuellement ou bien dynamiquement. Si vous avez ce qu'on appelle un serveur DHCP, donc votre carte réseau va prendre cette adresse IP automatiquement. Mais vous pouvez aussi configurer cette adresse IP et la définir manuellement au niveau de votre carte réseau. Donc il suffit de faire un double clic sur votre carte réseau. Vous allez vers propriétés et là vous allez trouver Internet protocole TCP/IP. Vous cliquez sur propriétés et là vous allez choisir entre les deux options, soit obtenir l'adresse automatiquement si vous avez un routeur par exemple Internet, ou bien la configurer manuellement. Donc c'est simple, il suffit de faire un double clic. Voilà. Et vous allez vers propriétés. Allez. Propriété. En tout cas, voilà enfin. Et là, vous allez cliquer sur TCP/IP propriété pour obtenir cette boîte de dialogue. Voilà. Ici s'achève la première partie. On a parlé de l'architecture TCP/IP en 4 couches. On a parlé du TCP qui est fiable, qui fait une connexion, qui fait une demande de connexion avant d'envoyer les données, qui ferme la connexion après avoir envoyé les données. On a parlé du IDP, voisin du TCP, qui ne fait pas tous ces contrôles, juste il envoie les données comme ça. On a parlé de la notion de port qui identifie le service ou bien l'application sur une machine. On a parlé des ports, les ports standards comme le port 80 qui est identificateur du web, le port 25 qui est l'identificateur du mail. Par contre, le port source, c'est un port aléatoire. Le port source, il identifie un client, identifie un navigateur par exemple, d'accord? Donc ça doit être un port aléatoire qui est supérieur à 1024 parce que les valeurs inférieures à 1024 sont des valeurs attribuées pour les applications standards. Et on a parlé de l'adresse IP, on a compris comment écrire une adresse IP et comment savoir si deux machines appartiennent au même réseau IP. Dans la prochaine vidéo, on va parler du routage. Voilà, merci pour votre attention et au revoir.